Et bonjour à toi, jeune travailleur des mines. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Et pourquoi me diriez-vous? Eh bien, c'est très simple, nous allons voir une vidéo qui parle du monument le plus populaire de France. Et oui, vous avez bien raison, c'est la Tour Eiffel. Monument connu mondialement, symbole de la France et bâtiment le plus haut de Paris, elle a aussi servi à des expériences scientifiques, que ce soit météorologiques ou dans la télégraphie. C'est donc un monument qui est devenu multifonction et qui est maintenant ancré dans notre histoire. Ce qui aurait pu ne pas l'être. Je pense que tout le monde connaît le principal acteur qui a permis cette construction. Et oui, bien sûr, c'est Gustave Eiffel. Je n'utilise pas le mot constructeur car ce n'est pas lui qui a fabriqué les plans et qui a émis l'idée de cette construction. Enfin, tout ça, on en parlera plus en détail tout à l'heure. Je me demande par contre combien de personnes savent à quelle occasion cette tour a été construite et à quelle période. Eh bien, la Tour Eiffel a été construite pour l'Exposition universelle de Paris en 1889. Sa construction a commencé en 1787 et a duré 2 ans. Bon, jusqu'à là, rien d'impressionnant. On se doute bien que pour monter ce genre de monstre, on le pond pas en un mois, surtout à cette époque. La date de 1889 n'est pas choisie par hasard. En France, après la défaite de Sedan en 1870 et la perte de l'Alsace-Lorraine, la République renaissante est encore fragile, je précise au cas où on parle de la Troisième République, et donc cette République a besoin pour marquer le centenaire de la Révolution française de 1789 d'un coup d'éclat. Ainsi, Jules Ferry et ses potes, qui sont des défenseurs de la République, se sont assis autour d'une table et ont réfléchi à une date qui symboliserait la République. On sait que la date très importante de la République, c'est 1789, avec la prise de la Bastille. Et donc, ils se sont dit, pourquoi ne pas fêter son centenaire ? Célébrer la lutte contre le méchant roi et les vilains nobles, on peut pas trouver mieux. Aussi, lorsqu'on accueille l'exposition universelle, il y a toujours derrière un enjeu politique. Car en démontrant son savoir-faire industriel, le pays accueillant l'exposition signifie son avance et sa supériorité sur les autres puissances européennes qui règnent alors sur le monde. Nous sommes à la fin du 19e siècle et cela correspond à la Belle Époque qui commence en 1870 et se finit en 1914 au début de la Première Guerre mondiale. Mais pourquoi ce terme Belle Époque me diriez-vous? Tout simplement parce que c'est une période qui est dans l'ensemble très prospère, sans guerre importante, avec de grandes évolutions technologiques, avec notamment les premières voitures et les premiers films. Cette période est souvent représentée par de grandes fêtes, de beaux spectacles et par des soirées mondaines. Mais bon, c'est surtout la Belle Époque pour la bourgeoisie. Car pour l'ouvrier du coin, le changement ne se ressent presque pas. Il a toujours des conditions de travail très difficiles. Le sujet de la vidéo est censé être sur la Tour Eiffel, et jusqu'à maintenant, on n'en a pas beaucoup parlé. Donc maintenant, trêve de bavardage et parlons de notre ami français Gustave Eiffel. Né dans une famille modeste, Eiffel rentrera dans de grandes écoles comme Polytechnique et Centrale pour obtenir son diplôme d'ingénieur. Après cela, il gérera plusieurs constructions, comme le pont ferroviaire de 500 mètres de long à Bordeaux, ou bien comme la gare de Verdun. Et on découvrit assez vite son talent. Et construction après construction, sa réputation grandit, pour ainsi créer sa propre entreprise et s'entourer de brillants collaborateurs. Et c'est ces brillants collaborateurs qui proposa l'idée et les plans de la future Tour Eiffel. Et ce n'est donc pas notre ami Eiffel qui eut l'idée et la forme de cette construction. En fait, il a surtout permis à la construction d'être réalisable, comme par exemple au niveau financier. Et c'est de cela que j'expliquais au début de la vidéo. Donc après avoir les plans définitifs de la tour de 300 mètres, il faut ensuite savoir où on va la construire, et comment on va pouvoir élever une tour à de plus de 300 mètres. Et donc notre ami Eiffel, malin comme il est, va convaincre Edward Lockroy, ministre de l'Industrie à ces époques-là, de créer un concours pour étudier la manière d'élever sur le Champ de Mars une tour de 300 mètres de haut. Bah tiens, c'est bizarre, c'est les mêmes dimensions que notre future tour. En fait, Eiffel a en quelque sorte choisi les modalités du concours en fonction de son projet qui est la Tour Eiffel. Et ouais, c'est pas Gustave qui s'adapte au concours, c'est le concours qui s'adapte à Gustave. Bien entendu, Eiffel remporta le concours. Et donc, le 8 janvier 1887 fut signée une convention sur les modalités de la construction. Et donc, cette dernière nous apprend par exemple le prix prévisionnel, qui s'élèvera à 6,5 millions de francs, mais qui sera en réalité de 8 millions, dont 1,5 million seront payés par les subventions, et le reste par Eiffel et ses associés. Après quelques grèves dues au nombre d'heures trop longues, on a enfin fini de bâtir cette tour. La construction dura 2 ans et 2 mois, soit 2 fois plus longtemps que prévu. Mais ça reste dans les temps, c'est juste avant l'exposition. Nous sommes le 6 mai 1889 et l'exposition universelle commence. La Tour Eiffel fait un carton, les gens n'avaient jamais vu quelque chose d'aussi grand. À l'époque, très grand, c'était 150 mètres avec la cathédrale de Rouen ou de Cologne, mais sûrement pas 300 mètres. Malheureusement, ce succès fut de courte durée, car après l'exposition, le nombre de visites diminua énormément. Le mieux, c'est que je vous montre des chiffres, car comme un grand sage m'a dit, les chiffres ne mentent pas.
On peut quand même constater un pic en 1889 et en 1901, ce qui représente 2 expositions universelles. Mais encore une fois, après 1901, donc après l'exposition, la chute reprend, et ainsi l'idée de démolir la tour apparaît. Conscient du risque, Eiffel, malin comme un renard, avait prévu ce problème. Ainsi, il ajouta l'argument que la tour peut participer à des expériences scientifiques, comme en utilisant une soufflerie ou même pour la radio. Nous sommes maintenant durant la Première Guerre mondiale, et grâce à la tour Eiffel, plusieurs messages décisifs ont été captés, comme le radiogramme de la victoire ou celui qui a permis l'arrestation de Mata Hari, qui sera exécuté pour espionnage. Nous sommes enfin à la Seconde Guerre mondiale, et lorsque les Allemands s'emparent de Paris, la radio de la tour Eiffel permet la diffusion de la propagande nazie en français. Notre chère tour de 300 mètres a aussi échappé à la destruction prévue par Hitler en 1944. Heureusement, on a eu de la chance, car est-ce que la France aurait reconstruit la tour Eiffel, étant donné que c'est après la Seconde Guerre mondiale que le nombre de visites a vraiment augmenté? Eh bien, il est possible que non, la tour Eiffel n'aurait jamais été rebâtie. Notre voyage touche à sa fin. Nous avons traversé la Belle Époque en passant par la Première jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et j'espère que cette aventure vous aura plu. Avant que la vidéo se finisse, j'ai fait un petit récapitulatif des points les plus importants de la vidéo. Donc ce qu'il faut enregistrer, c'est vraiment cela.